Et ces mouvements de la réintégration africaine a commencé vers le début des années 50, quand les premiers pays africains commencèrent à s'octroyer leur indépendance. On a connu les Azikiwe, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba. Tous ces messieurs ont souhaité la récréation de l'unité du Kama, la création des États-Unis d'Afrique, mais tous, ils ont été gommés. Ils ont été éliminés par les forces du mal, les prédateurs qui voulaient s'approprier l'Afrique. Mais curieusement, quelques décennies après, 50 ans après, la résurgence de ces mouvements commence à faire sa réapparition. On parle de Mbongbong Bassong, on parle de Pougala, Jean-Paul Pougala, le professeur Jean-Paul Pougala, on parle de Doumbouya Fakoly. Tous ces savants n'ont qu'une seule voix. Ils affirment que le salut de l'Afrique passe par la récréation des États-Unis d'Afrique. Et donc, c'est le panafricanisme qui réapparaît. Et curieusement, à Kinshasa, il y a quelqu'un qui s'associe à cette façon de voir les choses. Et c'est curieux, avec un discours audacieux. Et c'est ce qui nous oblige depuis un certain temps à le voir. Monsieur Yamba Yamba, dites-nous, tout sincèrement du fond de ton cœur, qui es-tu? Merci croyant. Il faut reconnaître que M. Yamba Yamba Choukou Tokonda, c'est un Congolais. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été à l'école du Blanc. Cette école ambassadisée, qui a conçu une sorte d'aliénation et qui nous a infantilisé, clochardisé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Africain est considéré comme le symbole de la pauvreté. C'est de cette révolte. Lorsque j'analyse, je regarde les richesses potentielles qui sont les nôtres. Lorsque je vois notre démographie, la population, lorsque je vois la taille, je me dis, mais pourquoi? D'où est venue cette situation? Et comment faire pour que véritablement la situation change? Parce qu'on a eu autant d'intellectuels, on a eu autant d'universitaires, etc. Et puis la situation ne change pas. Et dans la recherche de solutions, je me suis finalement rendu compte qu'il y a moyen de fouiner l'histoire. Et puis finalement, on comprendra qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans la perspective de pouvoir aider l'Africain, le Congolais que je suis, à pouvoir changer sa situation. Je vous ai entendu parler des années 50 avec la résurgence d'une génération qui s'est battue corps et âme pour que véritablement l'Afrique soit restaurée. J'ai dit avant cela, il y avait la diaspora qui a été victime de la traite négrière et qui finalement se sont retrouvés dans les Caraïbes, en Haïti, la Toussaint de l'ouverture, aux États-Unis, en Jamaïque, vous avez le Marcus Garvey, les D-Boys, etc. Et donc, tous ces gens, véritablement, estimaient que pour que l'Afrique et l'Africain se retrouvent, il faudrait qu'on puisse reconstruire l'unité africaine. Parce que l'Africain était unique, l'Afrique était unique, on appelait ça Kamit, parce que l'Afrique elle-même, c'est un nom qui a été donné aussi par les Occidentaux. Donc on était des Kemetes. Et bon, donc on était unique. Et puis on avait une puissance incroyable. C'est en Afrique qui avait l'astronomie, c'est en Afrique qui avait la géométrie, c'est en Afrique qui avait la philosophie, l'histoire, la première écriture, et puis bon, la trigonométrie, la science d'une manière générale. C'est en Afrique qu'on a eu des grands prêtres, des grands érudits, des grands avatars. Le pharaon lui-même, c'est un avatar. Et la trigonométrie aussi. La trigonométrie. Mais allez-y voir Pythagore, allez-y voir Thalès, etc. Tous ces théorèmes
sont véritablement des théorèmes qui ont été copiés dans la cour de Pharaon, après 20 ans, 22 ans, 30 ans. Même Platon y était un peu véritablement recevoir les enseignements. Donc, rien n'a été inventé par les Grecs. Parce que l'histoire glorieuse dont on parle aujourd'hui, de la Grèce, ce n'est pas véritablement la Grèce. Tous ces géants, ces jeunes Grecs qui sont venus et qui ont côtoyé la cour de Pharaon, qui ont été formés, qui 22 ans, qui 30 ans, etc., et qui sont repartis et qui ont naturellement mis en vedette toutes ces théories qu'ils ont proclamées à leur nom, et pourtant ça ne leur appartenait pas. Cheikh Anta Diop avait véritablement expliqué ces choses, il avait fait une démonstration, parce que c'est un égyptologue, etc. Et voilà que toutes ces théories-là montrent très clairement que tant que l'Afrique sera saucissonnée à partir de la carte de la conférence de Berlin, qui a été opérée sur base d'une carte mal dessinée, par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique, et finalement qui se sont partagées et qui nous ont rendus faibles, fragilisés. Et moi je dis non. Pour qu'on y arrive, il faudrait que l'Afrique soit unie et qu'on restaure véritablement le combat de perte de l'indépendance, et pour que véritablement on construise les États-Unis d'Afrique. Parce que regardez, nous sommes aujourd'hui en difficulté. Nous avons 4 milliards, tantôt 7 milliards aujourd'hui avec le président Tshisekedi, on est allé jusqu'à 10 milliards de dollars. Mais il nous faut faire des randonnées à l'Occident. Encore que vous savez, l'Occident, il a été pour beaucoup, naturellement, dans la fragilisation de nos pays, etc. Et puis finalement, quand vous allez au nord de l'Afrique, vous trouvez des pays nantis, comme l'Algérie. Il y a plus de 185 milliards de réserves qu'on n'utilise pas. Mutatis mutandis, lorsque vous allez au Maroc, etc. Même au Nigeria, 581 milliards de dollars de produits intérieurs. C'est que très clairement, lorsque l'Afrique est unie, avec les richesses qui sont stratégiques, il y a moyen de prendre 50 milliards au Nigeria, prendre 60 milliards, je ne sais pas, en Algérie. Paix à son âme, le colonel Kadhafi, qui avait vraiment voulu créer ce que nous appelons la Banque des investissements en Afrique, le Fonds monétaire africain, etc. Et donc, on aurait pu, naturellement, faire un bon bondissement. À ce moment-là, il n'y aurait pas de guerre à l'Est, ou même les voisins viennent de sous-traitants, parce qu'on aurait des projets intégrateurs, étant donné qu'on était dans un État fédéral, qui est fondamentalement les États-Unis d'Afrique. C'est de tout ça que je dis, aujourd'hui plus que jamais, on peut tout faire, au Congo, au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. On n'aura pas gagné. Il faudrait que tous ces petits États deviennent véritablement des petits États, des États fédérés, à l'intérieur d'un État fédéral. Et c'est cet État fédéral qui va permettre à ce qu'il y ait une sorte de caisse de péréquation pour construire les équilibres entre les nations. Et là, il faut un panafricanisme. C'est comme ça que nous, au lieu de parler du panafricanisme tel qu'entendu par les pères du panafricanisme, comme le Poussin de l'Ouverture, comme Marcus Garvey, etc., nous ajoutons une dimension, la nouvelle vision. Une vision qui ne passe pas simplement par, n'est-ce pas, les dénonciations ou les contestations, mais une vision qui permette véritablement de contester pour devenir ce que nous sommes, en menant une révolution culturelle, mais une vision qui consiste aussi à avoir de l'intelligence économique, l'intelligence politique et l'intelligence culturelle. Aucune nation à travers le monde ne peut se développer s'il ne connaît pas une révolution culturelle. Or, nous avons oublié notre culture, et cette culture aurait pu véritablement nous aider de construire un génie propre qui nous permettrait véritablement d'avoir des technologies, des capacités, d'épanouissement, etc. On a relégué ça, n'est-ce pas, au second plan. Et donc, la nouvelle vision voudrait que la science soit mise en évidence, que l'éducation soit mise en évidence, que notre spiritualité authentique soit mise en œuvre. Et c'est tout cela qui fait véritablement Yamba aujourd'hui, où je me dis, au travers de la nouvelle vision panafricaine, notre organisation, nous pouvons faire en sorte pour amener une petite contribution dans la redéfinition de l'œuvre, non seulement africaine, mais internationale. Très bien, M. Yamba. Alors, vous êtes déjà dans la nouvelle vision panafricaine, qui du reste s'avère être aussi une vieille vision, parce qu'il y a eu des gens qui vous ont précédé dans cette lutte, dans cette quête, dans cette mouvance. Mais vous savez au moins comment ils ont fini. Il y a aussi un compatriote parmi ceux-là même qui ont été guillotinés, effacés, gommés,
tués par les prédateurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Monsieur Yamba Yamba, est-ce que vous mesurez vraiment le risque que vous prenez en rénovant le mouvement panafricaniste? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je souhaiterais bien que vous donniez aussi une réponse sur ça, c'est que vous continuez à accuser l'homme blanc au point de dire, parce qu'on vous a suivi dans l'une de vos déclarations, que la France s'est fait allaiter et que la France doit cesser de se faire allaiter, la France doit cesser de se décoloniser. Et donc vous accusez toujours l'Occident. Donc vous répondez à une double question. Mesurez-vous le risque que vous prenez en vous remettant sur la voie de Lumumba, sur la voie de Kennedy Kaunda, plutôt la voie de Kwame Nkrumah? Est-ce que vous mesurez le risque? Et pourquoi continuez-vous à accuser l'Occident qui vous a libéré voici 50 ans? Non, mais il faut reconnaître, croyant, que ce n'est pas une question de prendre le risque. Lorsqu'on a une intelligence émotionnelle doublée de facultés spirituelles, on est capable de photographier l'environnement, le paysage politique national et international, et comprendre où on en est. Si hier, à des moments où il y avait la guerre froide, et même lorsque on n'avait qu'un seul directeur du monde, notamment le pilote, que ce soit les États-Unis, etc., certes, il y avait un ordre international qui a été mis en place où le monde appartenait à l'Occident, et c'est l'Occident qui allait dominer le monde, et il se partageait les richesses du monde. Aujourd'hui, cet ordre international est en train véritablement de tomber caduc. Tomber caduc simplement parce que les mécanismes qui ont été mis en place, qui faisaient que tout revienne à l'Occident et que tout se domine par l'Occident, etc., sont en train d'être démodés, d'être dépassés, d'être essoufflés. Vous voyez, les États-Unis qui du reste le pilote, qui visiblement avait créé même le système de mondialisation, de globalisation, ou le libre-échange, etc., est en train de se replier sur le protectionnisme, qui est en violation naturellement avec les mécanismes qui ont été mis en place. Vous voyez la tentative des extrémistes en France, etc., un peu presque partout en Europe. C'est que très clairement, l'ordre international est en train malade. Est en train de bouger. Est en train de bouger, et les gens sont en train véritablement de réfléchir pour mettre en place un autre ordre qui permette de construire les équilibres. Et si à un moment donné, nous avons vécu une situation d'unipolarité, c'est-à-dire une seule puissance qui commande toutes les autres puissances et non puissants, c'est que très clairement aujourd'hui il y a multipolarité. Lorsque vous êtes par exemple en Amérique, vous avez les États-Unis qui est une puissance, parce que c'est la première puissance économique et militaire. Mais quand vous êtes par exemple en Asie, vous avez la Chine qui est la deuxième puissance économique, deuxième puissance militaire, mais première puissance commerciale. Lorsque vous êtes, par exemple, en Europe de l'Est, vous avez la Russie, qui est une puissance. Toute la force nucléaire que dispose la Russie aujourd'hui fait de lui un acteur majeur de la géopolitique internationale. Vous allez en Amérique latine, vous avez un pays comme le Brésil aujourd'hui, qui a fait des performances les 20 dernières années, et qui visiblement se retrouve parmi le pays nanti, et qui a une influence grandissante sur le paysage politique international. Lorsque vous êtes, par exemple, au Proche-Orient, vous avez des pays, par exemple, comme la Turquie, qui est une puissance aujourd'hui, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Je ne voudrais pas parler de l'Extrême-Orient, vous avez l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud. Donc il y a tellement de puissance, il y a tellement de pôles que chaque pays qui voudrait véritablement s'organiser puisse justement travailler sur le long terme. Jamais de pays comme le Malaisie, comme l'Inde, la Chine, elles se sont organisées en ayant un temps relativement court. Non, ils avaient, n'est-ce pas, des projections, ils avaient une planification long-termiste, etc. Et c'est sur base de cette planification, ils ont commencé par une révolution culturelle. Mais ils n'ont pas été placés dans le collimateur des charognards, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est considérée comme le cadavre et les vautours sont là.
Et donc, vous, quand vous prenez le risque de relever l'Afrique de sa situation de cadavre, et donc c'est là notre inquiétude. Est-ce que vous vous imaginez un peu? C'est justement ça, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a donc multipolarité, il y a plusieurs zones d'influence et de puissance qui existent, et qu'il y a une sorte de surveillance mutuelle entre les puissances. C'est simplement d'avoir une intelligence politique. Un système de surveillance mutuelle entre les puissances. Entre les puissances. C'est par là que vous voulez entrer. Bien entendu. Bien entendu. Okay. Et donc, si nous nous organisons et nous connaissions ce que nous voulons faire, parce que les Asiatiques ont tablé sur l'éducation. Aujourd'hui, la Chine, en tout cas, c'est plus de 80% des gens sont alphabètes. Une éducation qui est basée sur la culture, qui a une fondation, qui répond aux besoins, à leurs besoins. Les jeunes gens, les poupées, les jouets que nous avons ici, ce sont des jeunes de l'école primaire qui en fabriquent. Et simplement parce qu'ils ont appris dans le génie qui leur est propre, etc., de créer ce qu'ils créent. Et nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous commençons à créer. Mais nous devons poser les bases. Et les bases, c'est à dire révisiter notre système éducatif, qui produit des chômeurs de luxe, qui produit des perroquins, des récitateurs et des répétiteurs, qui produit des pseudo-chercheurs politisés. On a trop de chercheurs, on n'a pas de trous verts. Il faut donc aller dans la logique d'un génie propre qui réhabilite la spiritualité authentique, qui est fondamentalement africaine, qui va nous inspirer pour créer non seulement des stratégies innovantes, mais un génie propre qui nous permette véritablement d'avoir des outils de combat. Et donc, si nous organisons sur base de notre éducation, si nous approprions de la science, comme disait Cheikh Anta Diop, que nous devons nous armer de la science, nous devons travailler, nous devons lire par la science des compilations. C'est-à-dire qu'on y va dans les livres, on copie, etc. Mais on veut savoir quelles ont été les victoires de nos ancêtres, comment ils ont survécu pendant des millénaires et qu'ils ont permis véritablement de nous donner la vie jusqu'à aujourd'hui. Les Occidentaux disent que vous aurez beau réformer le système éducatif, vous n'allez pas réussir. L'homme noir n'a pas atteint l'âge de la raison. L'homme noir n'a connu aucune gloire depuis l'Antiquité. Il n'a rien inventé, il n'a rien créé. Et donc vous voulez un peu le mettre sur un tapis glorieux qu'il ne méritait pas. Donc la preuve est que là, l'homme noir n'a rien inventé. C'est un attardé intellectuel. Il n'a pas atteint l'âge de la raison. Et les Yamba Yamba sont là pour tenter de le mettre sur un tapis glorieux qu'il ne méritait pas. Écoutez, ce sont des mécanismes d'assujettissement, d'aliénation, pour nous faire perdre le contrôle, pour que nous n'ayons plus les cimes de soi, pour que nous n'ayons plus la confiance en nous-mêmes, pour que nous ne puissions pas nous affirmer nous-mêmes, que nous sommes capables aussi d'impacter le paysage politique international. Et donc, il fallait monter toutes ces stratégies obscènes, j'allais dire même immorales, dans la perspective de pouvoir neutraliser tout un peuple qui a du reste été à la base de l'Occident aujourd'hui. Vous savez qu'il y a les migrations qui ont permis naturellement que nous ayons des blancs, que nous appelons blancs aujourd'hui, il y a 40 000 ans. Mais ce sont des Africains. Adam et Ève sont africains, mais sont des noirs. C'est prouvé même par des blancs. Vous allez voir. Adam et Ève, en tant que premier homme qui a existé sur la terre. Sur la terre sont des noirs. Et donc les noirs, une partie, sur base des migrations, ont quitté, ils ont occupé l'espace qu'ils occupent aujourd'hui. Il faut comprendre par là qu'Adam c'est tout simplement homme, Ève c'est tout simplement femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Bien entendu. Et ils sont allés il y a 40 000 ans. Et par les effets de glaciation, donc la mélanine a subi de l'impact environnemental au point où finalement ils sont devenus blancs. Et il y a cela 8000 ans qui se sont transformés comme ils le sont aujourd'hui. Et vous êtes resté, vous n'avez pas évolué, même pas le mental. Non, nous avons évolué suffisamment. Parce que croyez-moi, quand vous citez Pythagore, les théorèmes de Pythagore dont on parle, quand vous citez Thalès, quand vous citez Hérodote, quand vous citez Platon, ce sont des Grecs.
Et ce sont ces Grecs qui sont venus en Afrique apprendre dans la cour de Pharaon. Les conseillers de Pharaon étaient considérés comme des prêtres. Ce sont des érudits, des savants. Des avatars. Des avatars. Et ce sont eux. Mais écoutez Pythagore, Thalès, il a fait 22 ans dans la cour pour qu'on l'initie. Pythagore, Platon, 30 ans. Aujourd'hui, c'est phénoménal. Mais écoutez, Platon, 30 ans dans la cour de Pharaon. Et le Pharaon était un noir. Était un noir. Et quand ils sont repartis, ils ont monté ces théorèmes-là. L'Occident actuel, l'Europe, etc., a pris toutes ces innovations. Et puis bon, on dit non. Ces théorèmes-là, toute cette science-là appartiennent, n'est-ce pas, aux Grecs. Oh non. Alors maintenant, parce que le noir, qui était à la base de l'histoire, et qu'on était différents d'eux, et puis bon voilà, ils ont monté des stratégies pour nous démolir, pour nous déconstruire. Les Occidentaux voient les choses de la même façon, ils sont conscients que les Noirs ont connu une gloire à un moment donné de l'histoire. Est-ce qu'eux-mêmes, les Blancs, le savent? Il faut aller en Égypte. Vous allez voir les momies, les pyramides, etc. Mais c'était du génie. On ne sait pas, on n'avait pas de grilles à l'époque, mais comment c'est arrivé? Et merci. Donc, vous allez voir que, sincèrement, et les Occidentaux, ils ont tout fait, hein, justement, pour que, qu'ils disent non, ce n'était pas des Noirs, ce sont des Blancs, ils ont blanchi l'Égypte antique. Et donc, c'est justement à cause des médias, à cause de leurs publications, etc. Et c'est comme ça que Cheikh Anta Diop était même combattu de fond en comble. On ne voulait même pas lui donner son doctorat d'égyptologue, simplement parce qu'il défendait des thèses qui étaient contraires à ce qu'il défendait. Donc, nous ne pouvons pas nous fier à ça. Et quelqu'un disait, que lorsque vous voulez obtenir une chose que vous n'avez jamais eue, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Lorsque vous montez dans une échelle et que ça ne vous permet pas de monter l'escalier comme il se doit, il faut changer d'échelle. Nous sommes restés pendant longtemps. Regardez l'Haïti, là où nous avons gagné la première armée du monde, Napoléon à l'époque, avec toute cette ouverture, avec Fermin, etc. Mais écoutez, l'Haïti, depuis 1891, cette révolution-là, à 1804, on est indépendant. Vous allez en Haïti, la situation est la même. La situation est gravissime, Lugola. Et donc, le noir est resté dans une situation grave parce qu'effectivement, je ne vais pas trop parler des races, mais écoutez, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour nous infantiliser le couleur charpentier. Nous devons aujourd'hui avoir le courage, surtout que nous sommes au Congo, qui est du reste, n'est-ce pas, le centre de l'Afrique, que nous puissions avoir des hommes qui ont une puissance du savoir, des hommes qui sont devenus, pas, non seulement intellectuels, mais doublés de facultés spirituelles, et qui permettent véritablement d'allumer le feu, pour que cela se généralise en Afrique subsaharienne. Et moi, je suis conscient que ça arrivera. Monsieur Yamba Yamba nous a apporté un élément et la régie nous demande de visualiser cela. Il paraît que les Blancs, eux aussi, reconnaissent la supériorité scientifique, intellectuelle et technique de l'homme noir. Il paraît, selon M. Yamba Yamba et selon les documents qu'il a amenés, que l'homme noir a fait contrôler, comme il venait de le dire, la mathématique et la science et la technologie bien avant l'homme blanc. Et à ce moment-là, pendant l'Antiquité, le blanc ne vivait que dans les huttes, alors que l'Afrique noire avait développé une civilisation très très avancée. Et donc la régie, si vous pouvez nous balancer cet élément, et nous aurons des questions à poser à M. Yamba Yamba. Mais il faut reconnaître également que, croyant, que le monde que nous avons a des galaxies. Chaque race a ce que nous appelons son monde angélique. Un monde relativement parfait qui inspire les autres. Ah bon? Nous avons coupé cette faculté spirituelle d'être en contact
avec les Elohim, nos Elohim, Ah bon? qui se trouvent dans le monde angélique, où il y a des anges qui se sont, ils sont de noirs, Donc, qui auraient pu nous... nos souffrances, c'est la rupture, du contact avec le non-Elohim. Bien entendu, mais et ils ont conservé, et c'est comme ça que tout ce qui est à ce stade chez nous, ils nous ont dit que c'était diabolique, c'était satanique, au point où, bon, nous ne pouvons rien faire avec nos Elohim, qui le regrettent, et là où ils sont. Et donc, ils sont restés en contact. Je vous assure, dans les années 40, il y a eu des extraterrestres qui sont venus et qui sont arrivés aux États-Unis, les ancêtres, qui venaient d'un monde angélique, qui ont signé même un contrat. Vous avez suivi à un moment donné, les Russes et les Américains avaient même des problèmes. Poutine voulait même dénoncer qu'il y avait des êtres et des extraterrestres qui ont signé. Donc, vous voulez dire qu'en dehors de l'université, de la formation universitaire, il y a encore une autre science obscure qui fait avancer. Il n'y a pas d'université sans implication de la métaphysique. Régie, essaie un peu de nous mettre cet élément et nous revenons avec autant de questions à M. Yamba Yamba. Kama est une priorité pour les Elohim, car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, ensuite, comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai récemment nommé deux éminents professeurs guides honoraires de l'humanité, la civilisation africaine était florissante, était merveilleuse, quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et, alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Et puis, c'est monté, puisque, comme le disent ces deux éminents professeurs, l'Afrique des pharaons, que les Européens ont blanchi tout d'un coup parce que ça leur déplaisait, qu'il y a eu des civilisations avancées qui étaient noires. Ça, c'était insupportable, parce que sinon, ça ne pouvait pas cadrer avec la colonisation et avec l'esclavage. On ne colonise pas des gens qui sont plus avancés que vous. On colonise des gens qui sont un peu des singes, un peu en arrière, un peu... et on esclavagise aussi des gens comme ça, mais pas des gens qui sont plus en avance que vous. De la même façon qu'un des généraux de Napoléon, quand il est arrivé en Chine, quand il est arrivé, ils ont colonisé toute l'Asie, évidemment, l'Inde, puis la Chine, quand ils sont arrivés à Pékin, le Français, persuadé de sa supériorité, comme ils le sont toujours, à Versailles, le plus beau palais du monde, il arrive et il voit le palais d'été de l'empereur de Chine, qui fait ressembler le Versailles à une niche à chiens, parce que c'est tout petit à côté du palais d'été. Et non seulement extérieurement, mais la beauté, la culture, le raffinement, les écrits, tout ce qui est dedans est tellement plus beau que la culture française qu'il est en colère et qui fait brûler le palais d'été de l'empereur de Chine, qui va brûler pendant des mois tellement il est grand, parce qu'il ne supporte pas. Ils ne peuvent pas coloniser un pays dont la culture est plus belle que la leur. C'est la même chose en Afrique. Vous savez que, comme ces deux professeurs l'ont dit, la civilisation grecque, parce que ça c'est le mythe de la civilisation grecque qui a donné la plus belle civilisation du monde, pas du tout. Il y avait parmi les Grecs des Noirs aussi. Et maintenant, ces deux professeurs commencent à le dire. Tout vient de vous. Tout vient de vous. Alors, il faut arrêter, et les Raéliens sont particulièrement responsables d'enlever ce complexe d'infériorité qu'il y a chez les Noirs, de se dire « Ah oui, mais les Blancs ont tout inventé ». C'est pas vrai, c'est faux. Vous avez tout inventé. Les Elohim sont avec vous dans ce combat qui est un combat très long. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Parce que, de la même façon que vous devez, par respect pour vos arrière-grands-parents qui ont été massacrés et esclavagisés, abandonner les religions occidentales, la langue occidentale. Je vous parle en français, j'espère que dans le futur, je pourrai vous parler en anglais. Pourquoi ?
parce qu'il faut rejeter la langue française. La langue française, c'est encore un instrument de la francophonie, la francophilie. C'est un instrument pour vous conserver en infériorité. Il faudrait que toutes les écoles des anciennes colonies françaises apprennent l'anglais, qui est la langue internationale de facto, de fait. Et puis, par respect pour vos ancêtres, comme l'a très bien écrit Huriel dans son livre, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous. Vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses. Vous avez des génies en herbe et adultes. Ces deux professeurs en sont des exemples. Vous avez les plus belles femmes du monde. J'en vois qui sont ici assises au premier rang. Vous avez tout. Alors, redressez-vous, peuple de Kama. Faites plaisir aux Elohim. Devenez réellement indépendant. Ce n'est pas possible, M. Yamama, ça m'étonne. Quand vous parliez des Elohim, quand vous parliez du contact, quand vous admettiez que l'homme noir avait développé une civilisation avancée par rapport à l'homme blanc aujourd'hui, je ne pouvais pas le croire et surtout pas croire que cela pouvait sortir de la bouche d'un blanc et de surcroît un juif de nationalité française. Et donc, si vous pouvez commenter sur les images que vous venez de nous apporter. Mais non, ça veut dire que ce que nous disons, nous n'inventons pas, parce que beaucoup de gens, surtout les petits esprits, font croire que bon, nous sommes en train d'inventer des choses. Hein. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont démontré très clairement que l'Égypte antique était noire et l'Égypte antique avait une civilisation exemplaire et que le monde s'est mobilisé pour venir véritablement copier cette civilisation. Et nous avions la gloire, nous avions l'écriture, la première d'ailleurs, nous connaissions les mathématiques, la trigonométrie, la géométrie, toutes les sciences corollaires, etc. Et donc, c'est ce qui a été, n'est-ce pas, imité par les Grecs, qui du reste n'ont rien inventé, j'ai des rappels à ce que disait Théophile Obenga, etc. Et donc, nous avons tout perdu la confiance en soi, au point où aujourd'hui nous sommes comme les dindons de la farce. Et il y a des blancs aujourd'hui qui sont conscients de cette situation, qui véritablement voudraient faire donner leur part de vérité. Des blancs. Et des blancs, bien entendu. Et vous savez, c'est un juif. Et vous savez le rôle du juif, n'est-ce pas, dans le monde occidental. C'est que très clairement, ces propos sont, encore qu'il n'y a pas que lui, il y a beaucoup. Aujourd'hui, il existe 500 livres écrits par les africanistes aujourd'hui, qui démontrent très clairement l'apogée de l'Afrique antique, qui était fondamentalement noire. Jean-Charles Covy-Gomez, qui aujourd'hui fait l'interprétation de tous ces bouquets, démontre très clairement que nous avons été pour des grandes puissances, mais nous sommes tombés, comme pour paraphraser Bombassang, parce que nous avons un cerveau élastique. Notre problème, c'est que nous avons un cerveau élastique, et ce cerveau nous permet véritablement d'avoir de l'enthousiasme lorsqu'on est en face de quelqu'un. L'altruisme, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, mais ça nous a rendu un mauvais service parce que c'est que nous avons reçu et qui aurait pu véritablement vivre avec nous dans des bonnes conditions. Écoutez, en en profiter au maximum pour que nous soyons déconstruits complètement comme aujourd'hui. Donc nous avons des perfides. Croyez-moi qu'il y a une nouvelle génération, non seulement des scientifiques, mais également des hommes d'action. Lorsque vous regardez le travail que fait Kémy Séba aujourd'hui, lorsque vous voyez le travail que fait Philippe Moutoundé, lorsque vous voyez le travail que fait Mouanzoulou, ils sont nos Bombassang, Bougala, je ne parlais pas du patriarche Théophile Obenga, de Lasconi à Brazzaville ici, lorsque vous voyez la restauration de la spiritualité authentique dans des pays comme le Mali,
Lorsque vous voyez toutes les performances qui ont été réalisées au XIIe, XIIIe siècle par les Africains, avec le dirigeant africain, Soudiata Keïta, Soumangoron Kanté, etc. Lorsque vous regardez la charte des droits de l'homme qui a été pendue, à cette époque-là, au moment où les Occidentaux n'en avaient pas, aujourd'hui on parle de la charte des droits de l'homme au niveau du concert des nations, etc. Or, c'est la première charte, c'était créée par les Africains, etc. Donc, tout cela faisant comme une montre très clairement que nous sommes en train de remonter, nous sommes en train de monter des ailes, et demain, je crois qu'on pourra avancer et prendre la vitesse croisière. Très bien. Alors, M. Yamba Yamba nous affirme qu'il n'y a pas que Raël qui dénonce l'attitude de prédation de l'Occident. Ils sont nombreux et dans un autre élément que M. Yamba Yamba nous a apporté, vous allez devoir suivre un occidental, un blanc, un européen qui dénonce cette prédation, qui affirme clairement que ce sont eux qui déstabilisent l'Afrique. Régie, si vous pouvez nous balancer cet élément. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau l'Amérique latine et l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad, ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal. Tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé les conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut s'arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Elle ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé. Très bien, vous venez là de suivre un occidental. C'est sans commentaire, l'Afrique est déstabilisée par les Occidentaux. Et avant de poser plusieurs questions à M. Yamba Yamba relatives à cet élément, M. Yamba Yamba nous a apporté un troisième élément dans lequel il démontre le malthusianisme. Au fait, les Occidentaux ont planifié un système de réduction
des populations de la planète pour dominer le monde, pour continuer à contrôler le monde, pour perpétuer leur système de prédation. Et donc, le sida, l'Ebola et toutes ces maladies sont des inventions des Blancs pour diminuer la population du monde et contrôler les richesses du monde. Ça, c'est le troisième élément qui nous a été amené ici par M. Yamba Yamba. Suivez-le, Régie, si vous pouvez le balancer. Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur les vérités qu'il faut dire et qu'on doit savoir. Alors, maintenant on sait que le sida a été créé en laboratoire et surtout qu'il n'existe pas. Le sida ne tue pas, ce sont les traitements qui tuent. Il est possible de guérir un cancer. Le 11 septembre est une conspiration israélo-américaine. Les USA appartiennent à la FED. La FED, c'est la Banque centrale des États-Unis. Notre nourriture est pleine de produits chimiques et est irradiée pour sa conservation. L'histoire enseignée est fausse et totalement manipulée. Les vaccins contiennent du mercure pour détruire notre cerveau et altérer notre ADN pour provoquer des cancers et des mutations. Bill Gates est derrière les vaccinations qui stérilisent les gens, le virus Ebola et le programme de dépopulation mondiale. Les USA contrôlent HAARP, qui est, pour faire court, une arme terrifiante qui crée des séismes et des catastrophes climatiques et des sécheresses. Daesh, Al-Qaïda et d'autres sont des créations de la CIA et du Mossad. Alors, M. Yamba Yamba, c'est étonnant. Nous, on est quelque peu étonnés. On ne peut pas imaginer que les hommes comme nous, les hommes comme vous, puissent planifier une telle chose. Il faut être vraiment le diable lui-même pour le faire. Monsieur Yamba Yamba, pourquoi les Occidentaux le feraient-ils? Pourquoi ils ont imaginé tout ça? Bon, quand je vous parlais de Bob Bassang qui parlait de cerveau élastique et de cerveau cartésien, les Occidentaux, nous savons un cerveau élastique, l'enthousiasme, l'altruisme, la solidarité. Mais les Européens, ou les Occidentaux de manière générale, ont un cerveau cartésien. Ou bien c'est leur intérêt, ou bien ce n'est pas leur intérêt. Et quelqu'un qui marche à la compte de leur intérêt, ben, écoutez, il faut l'éliminer en cours de route. C'est cela. Et ils sont motivés par trois industries. Il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie informatique et la guerre. Et ce sont ces industries qui alimentent et qui font la richesse des Occidentaux. Vous avez suivi beaucoup de tentatives des Africains pour inventer tel ou tel produit, etc. Mais les quelques rares qui tentent de faire ça, etc., ou soit ils acceptent de pouvoir donner... Pourquoi ils cherchent à nous tuer? Pourquoi nous tuer? Pourquoi nous éliminer? Nous ne sommes pas une puissance, mais pourquoi cherchent-ils? Ce sont eux qui dominent le monde. Mais pourquoi cherchent-ils à réduire la population alors que nous, on n'est pas une puissance? Vous savez, si... Mais que je termine par rapport à ça. Donc, je dis que ces trois industries, vous savez que les États-Unis, sur les 244 ans d'indépendance, 241 années de guerre. Parce que la guerre est une industrie pour générer des ressources. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous avez même suivi, les gens demandaient à ce que on peut gagner ensemble au lieu de faire la guerre. Parce qu'il y en a ceux qui trouvent leur compte, véritablement, en faisant la guerre, qui du reste devient une industrie. Et donc, on ne peut faire la guerre que là où il y a de richesses. Et nous avons de richesses potentielles, etc. C'est comme ça que tout le temps, il y a de guerres récurrentes, faites pour qu'on exploite davantage. Toujours dans les pays riches d'Afrique. Bien entendu. Alors maintenant, pourquoi? Vous savez, ça fait depuis le 19e siècle, les Occidentaux ont inventé l'industrialisation, la technologie suffisamment avancée, et puis bon, on a besoin de richesses pour transformer à travers les industries. Il y avait une révolution au départ qui a conçu la révolution commerciale, c'est la traite des nègres pour aller travailler dans les plantations. Et la deuxième révolution de la révolution industrielle où on a mis en place la colonisation,
La troisième révolution, c'est la révolution informatique aujourd'hui, où on organise des guerres un peu presque partout pour s'approprier les richesses. Alors, maintenant, il faut reconnaître qu'il y a 20 ans, la population blanche représentait 13% de la population mondiale. Et quand je parle de la population blanche, je vois les États-Unis, je vois l'Europe, mais y compris la Russie. Et donc, ça c'est la population blanche. Mais, croyez-moi, il y a 20 ans, l'Afrique ne représentait rien en termes de population parce que nous avons été dépeuplés par la tête des nègres, la tête des négrières. Et aujourd'hui, c'est très clair que l'Afrique a 1,5 milliard de la population. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards. En 2100, l'Afrique aura 4,5 milliards. C'est que très clairement, 2 personnes sur 4 seront africaines. Et alors, vous allez laisser cette population comme ça? Entre-temps, ils ont construit la pauvreté. D'ailleurs, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes simplement appauvris. Et on nous appauvrit. Et on va continuer, les gens. Vous voyez, les gens meurent dans les îles des Canaries. Donc, ils redoutent la croissance démographique. Bien entendu, parce qu'on va envahir leur pays. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut monter des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, la population chez nous. Raison pour laquelle il y a des virus qui sont travaillés dans les laboratoires. Beaucoup d'études ont démontré que le VIH-Sida et même démontré, vous allez suivre cette dame quand il vous dit que les gens ne meurent pas du sida, mais ils meurent de traitement du sida. Donc ils dépensent de l'argent pour nous exterminer. Bien entendu, nous exterminer pour que... Vous voyez, c'est gravissime lorsque vous avez 2 personnes sur 4 africaines. Et raison pour laquelle vous avez l'OMS à un moment donné avait pris même des mesures, parce que la Chine avait une croissance, une démographie galopante, il fallait 1 personne par famille. Ça, c'est des mécanismes qui ont été montés naturellement par les Occidentaux pour contrôler le monde. Et c'est comme ça que l'OMS avait demandé, même aux Chinois, même aux Indiens, etc., d'avoir un enfant. Aujourd'hui, la population chinoise a vieilli, indienne a vieilli, et ils poussent maintenant ne serait-ce qu'avoir des enfants par famille. Tout simplement parce que si dans l'hypothèse, comme on a construit la pauvreté chez nous, mais nous allons quitter nos pays pour aller en Europe, ça va les envahir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire cette population. Et pour le réduire, il faut monter des virus dans les laboratoires. Raison pour laquelle vous voyez Ebola, mais la personne qui tombe malade ici, et qui on amène, vous avez suivi à Sierra Leone, même au Libéria, une infirmière américaine, on l'amène aux États-Unis, 2 jours après il est guéri. Comment il doit être guéri s'il n'y avait pas un produit qui était à la base? Comment? Ça c'est curieux. Comment il est guéri 2 jours après? Mais il n'a, parce que l'Ebola vient d'apparaître en RDC. Mais curieusement, on a le produit qui est l'antidote à l'immédiat aux États-Unis. C'est pourquoi je dis l'industrie pharmaceutique est fondamentalement féroce. C'est plus de 400 milliards de dollars qui sont en circulation dans cette industrie-là. Et donc, nous avons aujourd'hui, il y a même des études. Madame Marie-Claire occidentale, Marie-Claire Sévérac, elle venait de décéder dans des conditions louches, a démontré même aujourd'hui qu'il existe des produits qu'on appelle chémétrailles, qui en réalité sont aspergés au niveau de l'atmosphère, semble-t-il, pour lutter contre les changements climatiques, en absorbant, en séquestrant les gaz à effet de serre. Mais ces produits, c'est démontré aujourd'hui que ces produits tuent en petit feu. Et nous n'avons pas de produits. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Et regardez, le taux de propension de mort chez nous, les maladies qu'on ne connaît pas il y a de cela 20 ans, 50 ans, etc., qui réapparaissent et qui deviennent véritablement des maladies prioritaires qui déciment nos... Monsieur Yamayama, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. C'est regrettable, mes chers amis. Le temps à la télévision, c'est le temps. Alors, face à cette puissance et face à cette élite financière mondiale contrôlée par les Occidentaux, quel sera alors les panacées? Quel sera alors le moyen
d'autodéfense de l'homme noir. Comment allons-nous nous défendre face à ces grands complots contre l'Afrique noire? Monsieur Yambamba, vous avez juste 1 minute pour... Non, nous avons plusieurs opportunités. La première opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il y a multipolarité des zones d'influence et de puissance. C'est que nous avons une marge de manœuvre lorsqu'on a une intelligence politique, lorsqu'on n'est pas dans les débats des quartiers, qu'on se concentre pour chercher des stratégies innovantes, on peut y arriver. Deuxième chose, il faut faire comme les autres. Pourquoi la Chine aujourd'hui? Pourquoi la Corée du Sud? Pourquoi Malaisie? Ils ont planifié leur situation dans le long terme. Eh bien, nous pouvons aussi, mais la base, c'est la restauration de la culture, de l'identité culturelle. Si nous pouvons restaurer, réhabiliter notre spiritualité authentique, nous aurons un génie propre, nous aurons une pensée autonome qui va nous permettre véritablement d'avoir les alternatives qui nous permettent de compétir et de redéfinir l'ordre international. Et troisième chose, il faudrait une volonté volontariste des autorités qui s'engagent. Vous savez, quand on parle de ces choses-là, rares sont des chefs d'État ou des dirigeants de la République qui sont intéressés par rapport à toutes ces questions, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup qui sont morts. Mais attention, le monde évolue, il faut savoir comptabiliser les évolutions. C'est maintenant plus que jamais, et si on n'y arrive pas, ça sera trop tard, et donc nous serons les dindons de la farce, et nous allons laisser notre pays, on sera récolonisé. Et quatrième chose, nous demandons à ce que les Occidentaux soient décolonisés. Il y a eu décolonisation politique de l'Afrique. Et puis bon, cette décolonisation ne doit pas donner véritablement la vraie indépendance économique. Mais il restait, et qui nous ont colonisés, d'être décolonisés. Parce ils ne veulent pas couper le cordon ombilical. Ça, non, ils ne peuvent pas voir. Vous savez, avec le franc CFA, si la France arrêtait le franc CFA, dans les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, au lieu d'être 6e puissance mondiale, la France serait 16e puissance. C'est que très clairement, la France est colonisée par l'Afrique. Et donc, il faut qu'à un moment donné, ils deviennent décolonisés pour que chaque pays puisse vivre de ses efforts et on va construire les équilibres planétaires. Et c'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de l'ensemble de l'humanité. La France est parasitaire vis-à-vis de l'Afrique. La France doit se libérer. Ça, c'est le propos de M. Yamba Choukou, panafricaniste au cadre de l'UDPS. Vous l'avez eu aujourd'hui dans notre émission à Front Lumière. Et donc, le point qui vient de soulever tout à l'heure fera l'objet de notre prochaine émission. D'ici là, suivez toujours nos émissions, nos vidéos dans Negro Spiritual TV à l'internet, et donc vous aurez la plénitude, l'avantage de suivre la totalité, l'intégralité de cette émission pour vous qui venez de nous prendre en course. Alors, vous nous suivrez toujours dans nos rediffusions. Nous sommes ici dans Congo Media Channel chaque mardi à 22h30, chaque mercredi à 22h30, chaque dimanche à 22h30. Portez-vous bien d'ici là et donc bonsoir chez vous, à nous revoir à la prochaine.